y a un an, débutait la première saison de Planète B, l'émission de science-fiction et de politique animée par La Volte, Antoine Daher et moi-même sur Blast. Pour débuter cette deuxième saison, nous vous proposons à la fois une relecture rapide de ces 9 épisodes passés, une célébration très logique du présent mois de l'imaginaire et naturellement et obligatoirement une forme de retour vers le futur. Il faut remonter dans le temps, à l'époque du tournage du tout premier film, et prévenir le monde qu'un 4e épisode est prévu dans le futur et que le résultat est à chier. En espérant toujours autant vous donner envie de lire et de voir des choses intéressantes, et même un peu plus qu'intéressantes. On va foutre la merde. Il nous faut un plan si on décide de faire un braquage temporel. Ah, évidemment que j'ai un plan. Comme Antoine l'avait expliqué lors de notre tout premier épisode, il y a un an, Planète B travaille à la charnière entre le politique et l'imaginaire. C'est dans cette zone, à la fois grise et tout en couleurs, riche de possibilités, que vous avez pu nous entendre parler par exemple d'Anne Besson et de son Les pouvoirs de l'enchantement, usage politique de la fantaisie et de la science-fiction, et de la manière dont les gens s'approprient et éventuellement détournent les propositions fictionnelles populaires. Ou bien d'Ariel Kirou et de son Dans les imaginaires du futur, entre fin du monde, IA, virus et exploration spatiale, qui nous montre à quel point l'imaginaire contemporain sait englober et éprouver les grandes préoccupations contemporaines, ou encore nous entendre longuement interviewer Alice Karabédian à propos de son utopie radicale, par-delà l'imaginaire des cabanes et des ruines, et de la manière dont certaines fictions constituent un véritable réservoir de souffle et d'ambition politique. Il y a du politique à l'œuvre, et pas seulement un peu, dans les fictions de pénurie et d'effondrement, d'utopie et de dystopie, de surveillance et de contrôle. Il y a du politique intime à l'œuvre dans les séries télévisées interactives comme Black Mirror, Bandersnatch, et dans les thèmes, et plus encore sans doute, dans les types de gameplay que nous proposent les jeux vidéo. Au moment de commencer une deuxième saison, dans le même état d'esprit, quoi de plus approprié que de vous présenter justement une manifestation collective, le mois de l'imaginaire. Tous les ans en octobre, depuis 2017, le mois de l'imaginaire, libre association d'une grosse vingtaine de maisons d'édition, petites ou grosses, indépendantes pour l'essentiel, met à l'honneur la science-fiction, la fantaisie et le fantastique, partout où cela est possible. Dans les librairies, les médiathèques, les médias, et on l'espère bien, dans le cœur et dans l'esprit des lectrices et lecteurs, des spectatrices et des spectateurs, des actrices et des acteurs de notre présent et de notre futur. Écoutons donc quelques-unes et quelques-uns d'entre eux nous dire un mot des raisons et des passions de leur attrait pour l'imaginaire. J'ai toujours aimé l'imaginaire dès mes premières lectures en école primaire, et c'est parce qu'il y a une grande variété de mondes et de personnages qu'on peut explorer et créer aussi. Ça permet à la fois de revisiter des époques, des lieux, des thèmes aussi, et de s'attaquer à des notions qui sont peut-être pas forcément pertinentes dans la société actuelle. J'ai eu de tout temps une attirance pour tout ce qui était robots, espace, tout ça. Et ça s'est cristallisé autour d'une professeure de français qui, en 4e, nous a donné une liste de romans de SF que j'ai dévoré. Enfin, j'ai dévoré pas la liste, mais les bouquins. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans et ça m'a plus jamais quitté. Pourquoi j'aime l'imaginaire ? Parce que tout simplement, ça permet de voyager dans d'autres univers, se couper un petit peu de la réalité évidemment, vivre plein d'aventures tout en restant en sécurité dans notre pays. Pourquoi j'aime l'imaginaire ? Parce que c'est un faux genre de littérature en fait qui mélange tout un tas de genres, tout un tas de thématiques et qui pose beaucoup de questions sur notre passé, notre présent et notre futur. Et aussi parce que ça permet parfois juste une évasion et des fois c'est ce qu'on cherche. J'ai toujours aimé l'imaginaire parce que ça me sortait un peu du quotidien. Et ce que j'aime dans l'imaginaire, c'est quand on est dans le quotidien aujourd'hui et que l'impossible arrive. Et ça me fait rêver, c'est pas possible. J'aime les littératures d'imaginaire parce que ce sont d'abord et avant tout un moyen de réfléchir au monde d'aujourd'hui, mais en passant par des filtres ou des pas de côté. Par exemple, la science-fiction en projetant le monde d'aujourd'hui et en tirant des fils pour voir ce que ça pourrait donner demain, ou en mettant des lunettes sur le passé, comme la fantaisie, qui nous permet aussi de parler, par exemple, de la société d'aujourd'hui, mais en faisant un petit pas de côté qui permet que le lecteur et la lectrice que je suis puissent mieux appréhender les choses. Parce que ça fait sortir du quotidien et ça fait réfléchir à énormément de choses. Parce que, en gros, en imaginaire,
tout est possible. On peut aller chercher très loin dans un futur improbable, voire impossible, et on peut quand même tester des choses qui donnent envie de s'améliorer, qui donnent envie de faire autre chose que de subir son quotidien concrètement. Donc c'est un laboratoire d'expérimentation. La fantasy, c'est l'imagination à son plus haut niveau, donc vraiment la création totale d'univers vraiment impossible avec de la magie. Et le fantastique, c'est explorer notre quotidien par quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, justement. Donc ça déforme, entre guillemets, la réalité, mais dans un sens épatant, je trouve. Voilà. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Ce qui est génial avec l'imaginaire, c'est qu'on peut s'évader. Et je pense que c'est ça que tout le monde aime, que ce soit en fantasy, en science-fiction. On va découvrir des nouveaux mondes, des nouveaux univers. Et moi, ça me fait voyager. Donc ça change de mon quotidien et c'est pour ça que je pense que j'aime l'imaginaire. C'est très difficile à expliquer, mais c'est depuis tout petit. J'ai commencé par lire des choses où tisse tous les pouces verts, par exemple, où il y a un jeune garçon qui arrive à faire pousser des plantes avec ses pouces. Et puis après, Le meilleur des mondes, et puis les Jules Verne, et puis Dune, et puis voilà. Et donc, très clairement, c'est une littérature qui à la fois me permet de m'évader et en même temps me fait réfléchir, me fait me poser des questions, me fait douter de ce que je crois. Donc si ce n'est pas la littérature exclusive que je lis, c'est quand même celle que je préfère de très très loin. Ouais. Alors j'aime l'imaginaire parce que l'imaginaire c'est la littérature du possible. C'est une littérature qui nous parle de notre monde mais qui nous prouve que notre monde peut être différent et donc nous arme intellectuellement et émotionnellement pour changer le monde. Voilà, 10 personnes choisies quasiment au hasard, parmi les quelques 70 venus le 18 septembre dernier au Dupont Café, dans le 13e arrondissement de Paris, pour participer au lancement de ce mois de l'imaginaire 2023. Que nous disent-elles par rapport à Planète B ? Eh bien, elles saisissent l'un des éléments essentiels, fondateurs même de notre approche, et je vous assure pourtant que ces entretiens ont été réalisés sans briefing préalable et sans trucage. Valérie, Lloyd, Clémence, Bruno, Charlotte, Pascal, Mélanie, Melchior mentionnent spontanément la dimension évasion, partie intégrante, essentielle sans doute, de l'imaginaire en général et de la science-fiction en particulier. C'est précisément, et presque depuis l'origine, le premier procès instruit à l'encontre du genre. Dans son Jouvence, sur Jules Verne, son 5e ouvrage, publié en 1974, bien avant qu'il ne devienne le philosophe préféré des Françaises et des Français, Michel Serres rappelait, au fil d'un texte érudit et pénétrant, à quel point la composante évasion de la littérature, et plus généralement de l'art, est considérée comme éminemment suspecte, entraînant si fréquemment à l'époque, de la part des autorités intellectuelles plus ou moins autoproclamées, la critique d'infantilisme. L'imaginaire n'en a d'ailleurs pas toujours eu le monopole. Jean-Yves Tadier, Antoine Compagnon ou encore le si regretté Michel Lebris ont dû consacrer une grande part de leur carrière littéraire ou académique à défendre le roman d'aventure contre ses détracteurs, pour les mêmes raisons. Même à l'intérieur des genres de l'imaginaire, la critique existe, sous une forme généralement plus informée et plus subtile, et aussi bien le grand Thomas Disch, dans son essai couronné par le prix Hugo, The Dreams Our Stuff is Made Of, non traduit en français, que le non moins grand Norman Spinrad, dans son roman tardif Il est parmi nous, alertait avec force sur le risque que les pratiques résolument adolescentes parcourant une certaine science-fiction n'en altèrent dangereusement la crédibilité artistique et politique globale. Et pourtant, comme viennent de nous le rappeler Tom, Melchior, Charlotte, Pascal, Mélanie et David, et comme nous en partageons bien entendu ici la conviction, la puissance des expériences de pensée et des expériences émotionnelles que permettent l'imaginaire en général et la science-fiction en particulier, la subtilité des pas de côté ainsi mis en œuvre, les possibilités critiques ainsi ouvertes, sont difficilement égalables ailleurs. S'instruire en s'amusant, réfléchir en rêvant, développer sa sensibilité en spéculant, et si ? Cette question centrale de l'imaginaire, telle que tant de ses adeptes le conçoivent, est peut-être l'une des plus parfaites illustrations de l'éducation populaire, de l'émancipation par la culture, qu'analyse le philosophe Jacques Rancière, quasiment depuis le début de sa carrière et ses archives du rêve ouvrier, en 1981. Dans Le fil perdu, essai sur la fiction moderne, publié en 2014, qui assemblait et réorganisait une petite dizaine de textes produits au cours des 10 années précédentes, il disait ceci. Mais, on le sait depuis Aristote, la fiction n'est pas l'invention de mondes imaginaires. Elle est d'abord une structure de rationalité, un mode de présentation qui rend des choses, des situations, des événements perceptibles et intelligibles. Un mode de liaison qui construit des formes de coexistence, de succession et d'enchaînement causal entre des événements et donne à ces formes les caractères du possible, du réel ou du nécessaire. Or, cette double opération est requise partout où il s'agit de construire un certain sens de réalité et d'en formuler l'intelligibilité. L'action politique qui nomme des sujets,
identifie des situations, lit des événements et en déduit des possibles et des impossibles, use de fiction comme les romanciers ou les cinéastes. Dans un état d'esprit comparable, on pourrait songer au collectif italien Wooming, basé à Bologne. Aux côtés de leurs 7 romans collectifs et de leurs douzaines de romans individuels, ils ont proposé en 2009 une sorte de manifeste extraordinairement tonique, intitulé « Le nouvel épique italien », qui a rencontré une vive curiosité parmi la communauté des autrices et auteurs de mauvais genres littéraires, policiers, romans d'aventure, science-fiction, fantastique ou romans historiques habilement trafiqués. On y trouvait en substance l'analyse d'une production littéraire et multimédia contemporaine en Italie et la revendication à travers ses œuvres du retour d'une littérature à la fois populaire et ambitieuse, à la fois drôle et sérieuse, à la fois historique et décalée, mais toujours, visiblement ou non, éminemment politique. Bref, une belle définition de l'imaginaire selon notre cœur. Plus récemment, Mark Gould, l'universitaire britannique spécialiste du marxisme contemporain et de la science-fiction, auteur notamment avec Shaina Mieville de l'anthologie critique Red Planets, Marxism and Science Fiction, nous montrait dans son The Anthropocene Unconscious de 2022, non encore traduit en français, comment l'imaginaire porte à la surface, avec ruse, l'inconscient de ce qui structure le contemporain, là où le mainstream tend à le maintenir précisément dans notre inconscient, non formulé et pas vraiment avoué. Et n'est-ce pas encore le grand philosophe et analyste des cultures contemporaines, Fredric Jameson, qui, dans la deuxième partie de son monumental essai « Archéologie du futur », nous encourageait très directement à penser avec la science-fiction. Comme le scande à sa manière notre planète B, il s'agit bien ici de quelque chose qui affecte de nous parler d'ailleurs et de demain pour nous permettre de mieux comprendre et agir dans l'ici et le maintenant. And who are you, little fella? Come to show 'em where I am. Not nice. Un épisode de Planète B qui n'essaierait pas plus ou moins discrètement de faire exploser vos piles de lecture ne serait pas vraiment un épisode de Planète B. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes actrices et acteurs de l'imaginaire qui vous proposent quelques recommandations pour la route. Et le dernier livre que j'ai vu, c'est un livre jeunesse. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il revisitait un petit peu tout ce qu'on a déjà lu en jeunesse. Ça s'appelle La tourneuse de vent. Il y a un peu de magie, il y a des vrais méchants, mais qui sont suffisamment pas trop dangereux pour plaire à la jeunesse. Et c'est Ariane Ghezouli qui l'a écrit, c'est chez Rajo. Et vraiment, je me suis régalée. J'ai eu le sentiment à la fois de plaire à la Valérie adulte et à celle enfant. Et donc, c'est ce qui m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Si on me connaît bien, ce sera Dune. Dune de Frank Herbert, chef-d'œuvre, un des plus grands livres de science-fiction. C'est un roman remarquable, c'est une saga totalement folle. Puis il y a eu de belles adaptations, que ce soit le film de Lynch, qui est un grand film raté, ou le film de Villeneuve, qui pour moi est un grand film de science-fiction. C'est une œuvre totalement folle, c'est une des premières œuvres à parler d'écologie. C'est une œuvre qui est toujours aussi moderne, ce qui est aussi une saga assez incroyable, dans le sens où on va suivre un personnage, le jeune Paul Atreides, qui a 16 ans. C'est vraiment un roman initiatique au début, le premier roman de Dune. Forcément, Dune, c'est celle qui m'a fait devenir ce que je suis, quoi. C'est celle que j'ai lu, relu, re-relu, qui m'a fait lire tout Frank Herbert, qui m'a fait découvrir plein d'autres auteurs de SF, qui m'a fait plonger dedans, qui m'a fait plonger dans le milieu de la science-fiction, de l'imaginaire, et puis qui fait qu'aujourd'hui je suis éditeur, donc forcément ça peut être que celle-là. Pour moi, l'œuvre de référence, ce serait Les Mondes de Pierre Bottero. Et ma saga préférée, c'était plutôt une série de fantastique qui était L'Autre. Dans les parutions récentes, un bouquin qui m'a vraiment scotché de A à Z, pourtant il est long, c'est Swan Song de Robert McCammon, chez Monsieur Toussaint Louverture. Donc c'est un bouquin qui est ancien, qui a une quarantaine d'années maintenant, une trentaine d'années, je ne sais plus exactement, et qui est un post-apocalyptique vraiment passionnant, avec un roman choral avec plein de voix, et c'est vraiment, pour donner un exemple aux gens qui ne connaîtraient pas, ça se rapprocherait de ce que Stephen King pourrait faire, avec une vraie empathie pour les personnages et vraiment des scènes splendides, très, très photogéniques et très cinématographiques même. Et vraiment, je conseille la lecture de ce livre. En ce moment, je lis la saga Throne of Glass de Sarah J. Maas, donc sortie en France sous le nom de Keleana. Et c'est un bon compromis entre plein de créatures magiques, beaucoup de plot twists, des personnages féminins forts. Voilà, ça change beaucoup et j'aime beaucoup cette série qui parle de plein de sujets, qui va crescendo en tension et où il y a beaucoup de révélations.
Moi, si j'avais une œuvre de référence d'imaginaire à donner, ce serait Frankenstein de Mary Shelley. Le plus grand roman qui ait jamais été écrit, qui est à la fois un roman d'horreur, un roman de science-fiction, un roman philosophique. Lisez Frankenstein, c'est absolument incroyable. Pour moi, le roman d'imaginaire qui m'a le plus marqué, c'est Les Dépossédés d'Ursula K. Le Guin, sorti au début des années 70, traduit en France très rapidement. Ursula K. Le Guin, c'est la plus grande romancière de science-fiction, de fantasy et une immense romancière aussi de littérature générale. Et dans Les Dépossédés, on a la confrontation de deux mondes, deux planètes. Une planète qui est une sorte de capitalisme hardcore et une autre planète qui est anarchiste. Et c'est pas vraiment un manifeste pour l'anarchisme, c'est plutôt une manière de montrer comment fonctionnerait une société anarchique, le coût humain, le coût psychologique, le coût anthropologique de ce monde-là. Et c'est toute la beauté de l'œuvre d'Ursula K. Le Guin, c'est de faire des grandes expériences de pensée. C'est-à-dire pas simplement d'exposer des idées, mais de voir les conséquences de ces idées. Et c'est juste beau parce que ça vous fait voir le monde d'une manière différente. J'aime trop de choses, et comme l'imaginaire est ultra vaste, en gros j'aime l'imaginaire. Donc difficile de donner un seul unique titre, désolée. Plus qu'un coup de cœur, je dirais plus une mise en avant des auteurs français d'imaginaire et des autrices françaises d'imaginaire. On en a énormément. On a des très belles plumes en France et qui mériteraient d'être un peu plus lues par le lectorat qui, je sais pourtant, est un lectorat curieux, mais qui va peut-être moins vers les auteurs français alors qu'ils ont énormément de choses à dire sur nos sociétés, sur nos vies, sur nous, d'une manière générale. Pour conclure cet épisode, en étant particulièrement en phase avec Mélanie Daubier et Charlotte Wolper, nous espérons que Planète B, au fil des mois, parvient et parviendra toujours davantage à vous convaincre, en vous amusant d'une certaine manière, de la richesse et de la pertinence politique de l'imaginaire sous toutes ses formes. Sans réellement dévoiler le programme de l'année à venir, il est vraisemblable que nous vous parlerons de climat, d'intelligence artificielle, d'exploration spatiale, d'exoplanètes, de communauté et d'affinité, et de bien d'autres choses encore. Thank you. Avec quelques surprises aussi, nous l'espérons bien, du côté des interviews. Si cet épisode vous a plu, nous vous rappelons que Blast peut être indépendant grâce à votre soutien. N'hésitez donc pas à vous manifester en vous abonnant et en contribuant si vous le pouvez, bien entendu.